Les gens qui font du recrutement sont souvent très généralistes, notamment en interne, dans une cellule dédiée à l'intérieur de la DRH. Donc c'est pour ça qu'on va chercher des cabinets externes et on ne s'interdit pas non plus de travailler avec des ESN. On affiche clairement les choses en amont en disant on sera potentiellement amené à recruter votre collaborateur, donc on veut d'ores et déjà fixer les règles du jeu dans le contrat. Voilà. Parce que ça s'est déjà produit, les gens sont ravis de travailler avec nous et des fois ils ont envie de rester dans les équipes. Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'Ersas, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous manquez de temps? Ersas vous aide à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin en reporting est de plus en plus fort? Ersas génère votre rapportage décisionnel en un clic. Il y a un historique fort entre les métiers et la DSI? Ersas va vous aider à collaborer de manière efficace. En 2022, avec Aliency, le média de la transformation numérique, nous avons décidé de lancer une série spéciale d'entretiens sur un sujet brûlant, les DSI face à la guerre des talents. Nous y abordons les besoins et les problèmes des organisations IT en France et les réponses qu'apportent des DSI moteurs de la transformation de leur entreprise. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode, à la découverte de nouvelles façons de faire. Écoutez, bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter Olivier Collier qui est le DSI du groupe Samsic. Salut Olivier. Salut Bertrand. Alors Olivier, déjà, un grand merci. Il est tard en ce lundi soir et merci pour tout. On va faire ce podcast dans la saison donc à Aliency sur la DSI, la guerre des talents. C'est super intéressant parce que toi, tu as recruté pas mal de personnes, tu as été confronté à pas mal d'enjeux. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous définir Samsic, ce que fait Samsic et toi, ça fait combien de temps que tu es là, que tu es dans le groupe? Alors Samsic, en quelques mots, nous sommes un groupe familial qui existe depuis 1986, donc on a soufflé nos 35 bougies l'année dernière pendant la période un peu compliquée que nous avons traversée. On propose commercialement à nos clients un ensemble de services autour de 3 pôles d'activité. Le premier pôle s'appelle Samsic Facility, qui représente tous les métiers qui concernent le bien-être et le confort des occupants dans les bâtiments. Donc on y trouve notamment l'activité historique du groupe, la propreté, mais également la sécurité, l'accueil, la maintenance, le flex service, gestion des espaces verts, etc. Donc tout ce qui va tourner autour du bâtiment et des occupants. Le deuxième pôle d'activité s'appelle Samsic RH, où là on a développé une offre globale allant du sourcing, de la formation, en passant par le recrutement, une très forte activité sur le travail temporaire, mais également de la mobilité et du conseil. Et on va même jusqu'à du coaching RH. Et enfin, le dernier pôle d'activité s'appelle Samsic Airport. Et lui, il représente toutes les activités que nous exerçons dans le domaine aéroportuaire. Donc l'assistance sur piste, la sûreté aéroportuaire, notamment le post-inspection filtrage qu'on traverse tous lorsque l'on veut prendre l'avion, l'assistance à personnes à mobilité réduite. Le groupe, ça représente à peu près 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un positionnement à l'international sur 25 pays, 93 000 collaborateurs, 30 000 clients et dans les gros volumes d'affaires, encore un peu plus de 70% de notre business qui se fait sur le pays d'origine, c'est-à-dire la France. Ok. Et toi, tu es arrivé dans ce groupe-là quand? Et moi, ça va faire bientôt 15 ans, donc je suis arrivé en tant que DSI du groupe. DSI depuis 15 ans, alors là, ça commence à faire. Ouais. C'est pas mal, mais ça vaut une belle prime d'ancienneté. Et en tant que DSI, en effet, c'est pas mal. Et avec une mutation du groupe juste énorme et une croissance, quand j'ai intégré le groupe représentait à peu près 650 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est presque x5 sur ce parcours. Et évidemment, la dimension de la DSI, ses enjeux, son positionnement dans la stratégie du groupe a particulièrement évolué au cours des 15 dernières années. Ok. Et donc, du coup, aujourd'hui, toi, tu as une équipe de combien de personnes? Et on va dire dans les X dernières années, les 2-3 dernières années, ça a évolué comment? Aujourd'hui, on va être un peu plus de 70 personnes et on a recruté, allez, je vais remonter un tout petit peu plus loin que ce que tu viens de me dire, mais sur les 4 dernières années, je pense qu'on a doublé les effectifs de la DSI en créant un pôle qu'on appelle une Digital Factory, donc un ensemble de développeurs et chefs de projet, et c'est là-dessus où on a vraiment mis le paquet, dans le cadre de la transformation digitale des équipes métiers chez nous. Ok. Et donc, du coup, la Digital Factory, vous l'avez fait, vous avez recruté vous en interne les talents ou vous êtes passé par une SN qui vous a mis des gens à disposition? Comment ça s'est passé? C'est quoi cette structuration-là? Alors, on a la chance d'avoir beaucoup de gens chez nous pour faire du recrutement.
des gens de talent qui savent aller chercher des développeurs. Donc c'est quand même pas extrêmement simple par les temps qui courent. Donc avant tout, on s'appuie sur nos structures externes, mais on a aussi fait appel à des cabinets qui sont spécialisés dans ces domaines-là, parce que par moment, c'est quand même un petit peu compliqué. J'ai parlé de la Digital Factory, mais on a d'autres profils de gens qu'on va chercher, où il y a tout le temps la compétence qui fait de lui le mouton à cinq pattes. Donc évidemment, on s'appuie sur ce type de personnes, parce que les gens qui font du recrutement sont souvent très généralistes, notamment en interne, dans une cellule dédiée à l'intérieur de la DRH. Donc c'est pour ça qu'on va chercher des cabinets externes. Et on ne s'interdit pas non plus de travailler avec des ESN. On affiche clairement les choses en amont en disant on sera potentiellement amené à recruter votre collaborateur. Donc on veut d'ores et déjà fixer les règles du jeu dans le contrat. Voilà. Parce que ça s'est déjà produit, les gens sont ravis de travailler avec nous et des fois ils ont envie de rester dans les équipes. Oui, il faut que les règles du jeu soient claires dès le début pour que personne ne se sente lésé dans l'histoire. Ok. Et donc du coup, donc développeurs, donc vous avez réussi à les attirer, à les garder. Donc déjà, bien joué. c'est pas, c'est pas facile. Et tu disais t'avais mis le paquet, vous avez mis le paquet sur les chefs de projet. Tu peux nous en dire plus? Ça veut dire quoi mettre le paquet sur les chefs de projet? Alors on a mis le paquet sur les chefs de projet et les développeurs, hein. En fait, l'ambition, j'ai dit tout à l'heure, moi mon job, c'est vraiment d'être la proximité des métiers. Et donc, à un moment, le constat, ça a été de dire les solutions au marché face à des entreprises de services comme les nôtres, avec des volumes assez importants en termes de masse salariale, enfin même très importants, pour gérer les gens, pour tout un panel de services, puisque les métiers que j'ai pu citer, en tout cas les trois pôles d'activité, ça représente un peu plus de 20 métiers à l'intérieur du groupe, un nombre infini de lignes de service qui se trouvent derrière tout ça. Et on n'arrivait pas à trouver en fait d'outils qui nous permettaient d'accélérer la digitalisation sur des solutions éditeurs parce que finalement, quand tu t'adresses à la startup qui a la super innovation sur ton marché, quand tu commences à lui parler de tes volumes, elle part en courant, ou alors elle n'a pas suffisamment de recul pour être en capacité d'adresser un projet à la dimension de ton groupe. Donc, on a fait le pari en 2016 de faire tout ce qu'on ne savait pas trouver en interne. On a commencé avec un premier garçon qui est responsable aujourd'hui de cette Digital Factory qui m'a rejoint. Et puis aujourd'hui, ça va être 42 personnes. Donc on a des profils avant tout de développeurs parce qu'on est là pour produire. Mais au-delà de ça, on a des personnes qui se positionnent comme des chefs de projet, donc méthodo agile à l'intérieur de tout ça. Et puis des gens qui sont là pour le déploiement. On a constitué une équipe avec des profils plutôt transverses sur des sujets de mobilité, d'architecture logicielle, j'en passe des meilleurs et des meilleurs. Et puis le reste des équipes développeurs sont divisées avec une partie sur du build qui répondent par équipe à nos pôles d'activité, donc Facility, RH et le reste du monde chez nous. Et puis une équipe de run qui lui est transverse à l'ensemble des pôles d'activité. Alors chez nous, ce qu'on appelle le build et le run, parce que c'est la petite spécificité, c'est ce que l'on a voulu. Le build, de manière assez commune, il est là pour tous les gros projets, hein, donc ils peuvent s'étendre sur quelque chose qui va de 2 mois à 6 mois, voire un an pour certains. Là où le run est là, donc évidemment pour faire la TMA des applications qu'on a en prod, mais pas uniquement. Moi, je considère que si tu donnes à des gens que du correctif, ils vont vite se lasser de leur boulot. Donc on a souhaité aussi que ces gens-là prennent toutes les évolutions, alors je vais dire mineures, hein, en temps homme, c'est 2, 3, 4 jours projet dans les applications qu'on a en production, de manière à diversifier un peu leur activité, et puis qu'ils aient quand même aussi les pieds dans les applications, et encore une fois qu'on ne leur demande pas uniquement de corriger du bug. Et donc, du coup, tu disais que tu avais des équipes spécialisées par verticaux. Tu as dit RH, je ne sais plus les deux autres. Facility, RH et ce qu'on appelle filiale après. Mais ça représente les domaines d'activité que j'ai pu te citer dans la présentation de Samsic, hein. Encore une fois, l'histoire de Samsic, elle est très claire à expliquer. Maintenant, on peut quand même comme ça, assez naturellement se poser la question, quel est le lien, en tout cas d'un point de vue système d'information, entre une activité de travail temporaire et de l'autre côté une activité de propreté. Forcément, c'est pas les mêmes domaines métiers. Il y a des vraies spécificités qui sont à aborder de manière complètement différente. Et au niveau système d'information, au niveau développement, au niveau projet, tu abordes pas les choses de la même façon. Les objectifs sont pas du tout les mêmes. Mais quand tu parles donc du coup de spécialisation, est-ce que tu as le chef de projet qui, alors je sais pas comment tu pourrais l'appeler, enfin comment tu l'appelles toi en interne, IT Business Partner, BRM ou je sais pas quoi, qui lui a une vraie connaissance profonde des contraintes métiers et donc du coup qui travaille avec l'équipe de développeurs pour développer, ou est-ce que c'est toute l'équipe qui s'est spécialisée? Est-ce que c'est une tête de pont? Comment ça fonctionne? Alors, le chef de projet, lui, il a une vraie vision fonctionnelle des applications.
entrante ou en prod. Ça, c'est sa grande force, c'est-à-dire qu'il connaît vraiment le métier par l'angle de l'application, qui pour le coup, il connaît sur le bout des doigts. Et à l'inverse, on est en train de monter un étage au-dessus avec des business partners, où là, la vision serait plutôt d'aller mettre les pieds directement dans les métiers avec des personnes, pour faire très simple, moi je voudrais plus voir à la DSI, mais du matin au soir dans les exploitations chez nous, pour aller challenger les métiers sur toute l'innovation digitale, mais également être les porte-paroles de la mise en lumière, je dirais, de tout notre patrimoine applicatif existant à l'intérieur de l'entreprise. Ok, donc ça c'est l'étape, enfin en gros en structuration, donc tu as les chefs de projet avec les équipes dev et là tu es en train de créer une entité à côté, supérieure, ce que tu veux, mais qui est plutôt orientée chez les clients et ça tu le fais après, a posteriori. Chez mes clients internes, ça les empêchera pas d'aller chez les clients externes d'ailleurs, parce que c'est très intéressant d'échanger avec nos clients, hein, puisque globalement, ce que l'on réalise malgré tout dans la Digital Factory a toujours une finalité, c'est soit d'améliorer notre expertise, nos savoir-faire sur le terrain, mais avec là encore toujours la même finalité, c'est de mieux servir nos clients, hein. C'est bien les enjeux de tout ce que l'on réalise. Et donc les business partners, en effet, seront là pour être aux côtés des équipes métiers. Ça peut ressembler à un travail d'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais je leur demande plus, et ils interviendront sur l'ensemble des périmètres de la DSI, donc pourquoi pas aussi sur un sujet qui peut concerner de l'infrastructure ou sur des applications un peu plus stratégiques ou corporate comme de l'ERP, du SIRH, des verticaux métiers, de la BI, et j'en passe et des meilleurs, quoi. Donc eux, ils doivent vraiment avoir une vision globale et transverse de tout ce qui existe à l'intérieur de l'IT chez nous. Et est-ce que tu crois que ces personnes... Enfin, alors déjà, il y a plein de questions sur ces profils. Donc, c'est des profils qui doivent bien comprendre l'IT, qui ont une vraie curiosité, une vraie empathie, une vraie compréhension de comprendre par rapport à un schéma de processus actuel, pas forcément trouver la bonne solution pour ce processus, mais challenger le processus, être dans la compréhension. Enfin, c'est quand même des capacités de compréhension complexes. Et en même temps, avoir le background tech, c'est-à-dire comprendre ce que la technologie peut faire, pas faire, avec des, on va dire, des petites difficultés, grosses difficultés impossibles. C'est quel type de personnes que tu vas rechercher à recruter pour ça? Est-ce que c'est que de l'interne que tu fais évoluer avec une composante IT ou métier, etc. Enfin, comment tu appréhendes ce recrutement-là? Alors en l'occurrence, moi ce que j'adore le plus, c'est faire évoluer les gens en interne. Ça c'est, je pense, que c'est le rêve de tout manager, avoir des gens que tu peux faire évoluer. Bon, le problème c'est qu'il y a tout le temps un plafond, hein, ou bien à un moment ils vont tous prendre ma place. Ça deviendra compliqué. Mais néanmoins, c'est la première piste. La deuxième piste, en effet, elle est d'aller chercher, pour le coup, le thème tourne autour des talents, donc c'est d'aller chercher des talents. Alors, une feuille de mission d'un business partner, je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui aient ça écrit noir sur blanc sur leur CV en disant je l'ai déjà fait et je suis complètement Samsico compatible, éligible à votre projet. Je suis pas certain d'en trouver beaucoup. Et du coup, on a un peu notre propre définition, ou en tout cas les attentes. Moi, je dirais ce que je peux attendre de ces gens-là, c'est qu'ils aient une capacité forte de compréhension des enjeux métiers pour faire de manière à ce que nous, on va proposer au niveau IT soit tout le temps aligné à la stratégie de l'entreprise, au business, au business, au business. Dans mon organisation, moi, le jour où tu as compris que tout ce que l'on fait, c'est fait pour les équipes métiers, c'est fait pour les équipes business, bah, d'un coup, tu donnes du sens à ton job, quoi. Donc, les business partners, ils seront vraiment là, mais pour représenter bah, finalement l'ensemble de tout ce que l'on sait faire au niveau de les DSI auprès des équipes métiers. Donc, en effet, tu as aussi raison. C'est aussi des gens qui doivent avoir une bonne vue technique. Pour le coup, je veux pas des gens qui soient issus du marketing, qui vont vendre des trucs super waouh au métier qu'on ne saura jamais mettre en place. Parce que dans une DSI, que tu le veuilles ou non, tu as tout le temps un legacy que tu traînes des fois comme un boulet accroché à la patte. Mais en attendant, il faut savoir vivre avec. Et des fois, tu fais un peu du millefeuille d'empilement de technologie, et qui fait aussi que tu as des freins à certains trucs, quoi, hein. Tu peux pas faire certaines choses, tu peux pas. Souvent, une idée, elle se limite à une phrase que tu as dans un couloir. J'aimerais bien tel truc, génial, mais quand tu commences à démêler la pelote et quand tu commences à imaginer comment tu vas intégrer dans tes systèmes d'information bah, la pelote en question, ça devient un petit peu plus compliqué et tu amènes forcément des freins fonctionnels ou des contraintes, quoi. Donc, le business partner, faut en effet qu'il ait cette capacité très vite à dire bah ça sera pas possible, ou ça on va pas le faire comme tu le demandes parce que ça demande des évolutions de dingue au niveau du socle
IT dans l'organisation et on peut pas te le délivrer tout de suite. Et du coup, tu vois, alors j'entends bien la partie interne et donc du coup, ça veut dire que c'est déjà toi chez toi en IT, donc ils comprennent ce legacy, qui ont toujours une appétence avec le métier, donc du coup, bah, ils se spécialisent, ils ont un nouveau poste, c'est trop bien. Mais par contre, quand tu cherches un externe, est-ce que tu vas chercher des gens qui ont une compétence IT et qui ont, dans un précédent job, été orientés business, enfin orientés métier, mais pas les mêmes métiers que toi, mais en gros, par curiosité, par volonté, ils y arriveront? Ou est-ce que c'est des gens qui sont proches du métier que tu fais et que tu vas former à l'IT? Comment, ou alors c'est pas du tout ce prisme-là qu'il faut voir pour aborder ce type de recrutement? Tu viens de le dire, des gens qui ont envie d'avoir envie, quoi, en fait, hein, pour faire très simple. Face à la pénurie de talents, ou en tout cas de CV en ce moment, si je commence à dire je veux un business partner qui ait telle compétence technologique, qui ait ça comme profil, avec déjà beaucoup de projets derrière lui, qui soit multilingue, et puis qui en plus ait une connaissance des 20 métiers qu'il va embrasser. Bon, autant dire que je suis pas prêt de compléter les tâches de la fusée très vite. Donc forcément, on va plutôt partir sur des personnes qui ont des profils sans doute de chefs de projet plus et qui ont une vraie curiosité et envie d'évoluer dans nos environnements. Ok, donc on est vraiment sur une question de volonté, curiosité, empathie, vouloir faire le lien entre eux, avec quand même une compétence tech qui permet de faire en sorte que la compréhension du legacy de ce qui est possible en tech soit pas à côté de la plaque. Exactement. Ok, d'accord, très clair. Et donc du coup, la Digital Factory, tu m'as dit, vous avez créé vous-même vos propres produits-services pour vous différencier, pour être. Tu as parlé aussi des questions de scalabilité que les startups que tu voyais, elles n'étaient pas en capacité d'avoir ce côté potentiel infrastructure ou rapidité scaling. Est-ce que c'est vrai ça? Parce que souvent, ce qu'on peut dire plutôt, c'est que les startups, ok, elles n'ont pas l'infrastructure qui est nickel, mais en même temps, vous êtes super lent à promouvoir commercialement les produits SaaS. Je me mets de l'autre côté. Est-ce que vous avez déjà eu des expériences où vous étiez en train de pusher commercialement et les solutions SaaS, ça n'était pas au rendez-vous? Non, j'ai pas forcément d'exemple. Maintenant, dans ce que tu as dit, c'est surtout et avant tout l'élément de différenciation. On est quand même sur des métiers où ce que toi tu fais va être très vite copié et ce que font les autres, tu vas très vite le copier aussi. Tu vas le copier dans la fonctionnalité, dans les grandes tendances marché, hein, qui sont souvent aussi guidées par nos clients, hein, des grands effets de mode qui se retrouvent sur les marchés, voire avec des modifications aussi de modèles. Hein, je pense au travail temporaire, par exemple, où on a vu au cours des 4-5 dernières années des acteurs 100% digitaux arriver sur le marché, qui étaient tout petits avant la période Covid et puis qui ont connu une forte progression pendant cette période-là. Donc, toi, ton business model, tu es aussi obligé de l'adapter. Par rapport à tout ça, quoi, hein. C'est juste essentiel de trouver à un moment ta ligne de marche dans tout cet ensemble, quoi. Ok, donc différenciation, et c'est ça que toi, tu as vendu en interne. Et du coup, voilà, c'est ça. Ton leitmotiv, c'est tout le temps de te différencier. C'est-à-dire que je reviens sur le métier historique de l'entreprise qui est la propreté. Très sincèrement, aller dire que toi, tu laves mieux que ton concurrent, les sols et les surfaces, bon, je suis pas sûr que tu aies une grande crédibilité. Par contre, du coup, ce qui va te différencier, ce qui va faire que ton client ou ton prospect, au moment où tu vas le rencontrer, il va se souvenir de toi, bah, c'est que tu vas lui amener un peu d'innovation. Alors ça peut être de l'innovation servicielle et de plus en plus c'est de l'innovation digitale. Aujourd'hui, on peut plus se passer de dire à nos clients on vous met à disposition gratuitement dans le cadre de nos prestations un portail de service qui va vous remonter en temps réel l'ensemble des prestations que je réalise sur vos 1200 sites en France et à l'international et que vous allez pouvoir monitorer avec. C'est un must-have maintenant. C'est un must-have, c'est même pas négociable, quoi, hein, c'est même pas négociable. Et puis le client, il va te dire très bien, votre système, il est super. Par contre, je veux qu'il s'intègre avec ma GMAO. Donc ça, c'est aussi des enjeux d'ouverture, hein, du coup, de fonctionnement avec du microservice. Hein, mais c'est en effet un must-have. Et donc, bah, tu vois, ce qui était avant un vrai élément de différenciation, on a un outil qui s'appelle MySamsi que tu peux présenter au client. Waouh, on n'a jamais vu ça chez vos concurrents, vous êtes meilleurs que les autres. Bah, tu viens de le dire, maintenant c'est un must-have. Donc, tout le monde a son maille quelque chose et globalement bah, tu fais plus la différenciation là-dessus, donc il faut aller la chercher ailleurs. En ce moment on pousse très très fort sur l'intelligence artificielle et l'IoT, on a notamment un beau partenariat avec une entité qui s'appelle Adaptive sur ce sujet-là, donc c'est la grande tendance du moment, c'est aussi des modèles business qui changent avec des modèles plutôt on demand, donc c'est aussi l'IoT, c'est le digital qui va nous permettre
de répondre à tout ça. Mais c'est aussi pour ça, si on revient sur les questions de tout à l'heure, voilà, le rôle des chefs de projet, des business partners, je t'ai dit tout à l'heure, à un moment, ce qui fait sens dans leur boulot, c'est de comprendre le métier, de comprendre les enjeux, d'être tout le temps actif, réactif, agile, créatif. Bah, c'est ça, quoi, hein. C'est pas d'avoir les deux pieds dans le même sabot, c'est toujours d'écouter le marché, d'écouter les grandes tendances et de proposer très très vite des choses dans nos organisations. Parce qu'on sait que malgré tout, après, on a tout le temps une forme d'inertie entre le moment où tu dis go, je fais, go, je développe et go, je déploie, quoi, hein. Quand tu fais des déploiements et que tu touches dans le métier de la propreté, rien qu'en France, on va avoir 45 000 collaborateurs. Si tu mets en place des outils qui touchent 45 000 collaborateurs, bah, c'est pas en claquant des doigts, moi, depuis le siège ici, que les choses vont bien se passer, quoi. Donc, il y a un vrai sujet, même dans la conception des outils. Tu vois, des fois, on s'est pris un peu des vestes parce que l'outil, on n'avait pas pensé que quand il faut cliquer sur deux boutons, et ben, il y a un bouton de trop, quoi. Voilà. Ouais, parce que ils ont des gants, parce que c'est dans des situations complexes, parce que c'est compliqué d'avoir son téléphone, d'accord. C'est là d'où le côté BRM aussi, où la personne est tout le temps là-bas et tout le temps sur site, hein, et on sort un peu, voilà, c'est de l'enquête aussi d'utilisateur, comment ça fonctionne à chaque fois hein, dans les vraies conditions. Ok. Et tu vois, quand tu reviens sur des solutions marché qui sont un peu anciennes ou même start-up, bah, tu retrouves pas en fait ces réponses à ces problématiques-là, ou alors tu vas les retrouver sur un bout de ton activité, quoi. Mais tu vas pas savoir la mutualiser sur plusieurs activités à l'intérieur du groupe. Moi, lorsque je fais un projet, j'évite de le faire monométier ou pour répondre uniquement à un besoin. J'essaye de le globaliser pour ensuite le transversaliser le plus possible. Ça, c'est super important. Parce qu'en réalité, les problématiques ou les process, ils sont souvent assez communs. Et quand tu as digitalisé des choses, dématérialisé certains process, bah, tu es souvent capable de les transposer dans d'autres métiers, en tout cas à l'intérieur de nos environnements. Ok. Et est-ce que tu penses aujourd'hui que le fait que vous ayez vraiment créé de la valeur pour le groupe, hein, démontrer que vous créez des produits différenciants sur le marché, etc., ça vous aide à recruter de nouvelles personnes parce que vous n'êtes pas juste en train de faire des petits trucs de votre côté à l'IT, mais plutôt avec des solutions qui sont utilisées, comme tu disais, par plus de 45 000 personnes ou autres, et donc du coup, qu'il y a vraiment une utilisation et que donc du coup, ça donne envie à des personnes de vraiment concrètement faire des choses ou en gros c'est pas encore pas un avantage, mais c'est pas encore une carte que vous pouvez jouer dans le process de recrutement parce que c'est pas encore assez visible. Alors, c'est certainement pas assez visible. C'est certainement pas assez visible. D'ailleurs, une entreprise comme Samsic, elle n'est pas visible sur toute sa dimension digitale. Il y a un vrai sujet autour de ça. Donc moi, pour capter des gens, aujourd'hui, on vit très clairement dans un marché de candidats, quoi. On n'est plus dans je suis l'employeur et j'offre et j'attends d'avoir plein de candidats et tout va bien se passer. On est dans un marché de candidats qui font un peu la pluie et le beau temps. Il y a de grandes chances que ça dure dans le temps, puisque on a tous des roadmaps assez surbookés, donc j'ai pas trop de doute que on va continuer à avoir des difficultés à compléter nos équipes. Mais dans les faits, et pour répondre à ta question, je te dirais que moi, j'ai pas de difficultés à recruter. J'ai par contre des difficultés, je vais jouer sur les mots, à avoir des CV. Pourquoi? Parce que finalement, quand j'ai un candidat en entretien, quand on commence à lui présenter nos technos, le projet, l'ambition de l'entreprise, toute la roadmap à venir pour les 3 4 ans à venir, waouh, le mec il signe tout de suite en bas, quoi. Le mec il signe tout de suite en bas. L'homme ou la femme, d'ailleurs, je dis le mec, je ne devrais pas dire ça. C'est pour ça que je dis cette difficulté, c'est finalement d'avoir la personne en face et justement de sortir de cette non-notoriété versus ce que l'on sait proposer en termes de digital, hein, et d'avoir un moment d'échange et en 1 heure, tu as réussi à convaincre la personne de rejoindre ton équipe parce qu'il repart avec plein d'étoiles dans les yeux par rapport à ce que tu lui as proposé. Et là-dessus, tu te positionnes très très vite en concurrence des OESN, même si sur la place de Rennes, on est sur une zone extrêmement active et donc très concurrentielle sur tous ces sujets-là, avec des très très belles startups qui recrutent en veux-tu, en voilà. Mais pour autant, voilà, quand les gens ont découvert le projet Samsic, ils sont assez vite séduits et ils souhaitent y adhérer. C'est d'autant plus vrai qu'on arrive tout à l'heure, tu as employé le terme de fidélisation. On arrive vraiment à fidéliser les équipes. Tu vois, au début, lorsqu'on a créé notamment cette Digital Factory, assez vite, on s'est dit, waouh, on va avoir un certain nombre de développeurs. À peine on en aura recruté un, qu'il faudra déjà se dire qu'on va le remplacer, quoi. Dans les faits, bon, je ne vais pas dire qu'on n'a pas de départ, c'est comme partout, mais le pourcentage est très faible et c'est super. À partir du moment où
tu réussis à donner une vision dans le temps et finalement à toujours alimenter de manière positive une personne dans ton équipe, bah, il se fait des listes, quoi, hein. Si tu reconnais son travail, si tu reconnais ce qu'il fait et lui en tant qu'individu, bah, il se sent plutôt bien dans ton organisation, quoi. Ok, donc le projet séduit, autant c'est difficile d'aller chercher les gens parce que c'est pas forcément visible, etc. Mais les personnes, ça leur parle. Et après, comme toute entreprise, il y a forcément toujours un peu de turnover, etc. Mais c'est pas l'enjeu numéro un. Ok, très clair. Et est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, la cooptation dans les gens de ton équipe fonctionne ou c'est pas quelque chose que vous avez pu mettre en place? Alors, oui, la cooptation, oui. Maintenant, c'est pas des choses qu'on a mis en place de manière formelle. En revanche, on a beaucoup de copains qui sont venus, qui ont rejoint l'équipe. Voilà, ça va très très vite, hein. Quand quelqu'un se sent bien, il sait très vite rappeler ses anciens collègues et qui nous rejoignent. C'est ce qui a été. On a 50-50 de recrutement et puis 50 autres % de gens qui arrivent par connaissance. Ok, donc même si c'est pas industrialisé dans le sens processus RH clairement identifié, ça fonctionne bien et c'est ça. Ok, non mais super clair, très bien. Et sur l'objectif, donc du coup dans les années prochaines, cette année, l'année prochaine, est-ce que tu vas faire grossir la taille de l'équipe tech ou juste là tu te focalises sur la partie business partners? Écoute, très clairement, là, il me reste 5-6 recrutements à finir sur la tech, donc notamment des chefs de projet. J'ai un peu de gens sur la partie infrastructure également, mais j'aimerais bien faire un peu un stop sur les intégrations de collaborateurs. D'abord parce que j'ai pas vocation à devenir une ESN, que quand tu as 70 personnes, il y a un moment, tu sors un peu de ton boulot de DSI et de temps en temps, tu as l'impression de t'appeler DRH parce que tu gères des sujets, tu gères beaucoup plus de sujets humains que tu pouvais gérer avant. Et puis mine de rien, tu vois, je te disais, les gens, faut qu'ils se sentent bien dans leur job, quoi. Faut qu'ils s'éclatent, quoi, dans les équipes. Bah, si tu veux qu'ils s'éclatent, bah, faut donner un peu de temps. Faut aussi que les gens soient bien intégrés. C'est pas la peine de rentrer du monde, hein. Encore une fois, moi, je suis pas une société de service qui va vendre de la mission et puis quand la mission est finie, bah, tant pis si la personne elle part ou si elle reste. C'est vraiment pas notre vision. Nous, on souhaite garder les collaborateurs sur le temps. Donc, waouh, pour le moment, j'aimerais bien de faire un petit break là sur au moins 24 mois. De toute façon, je pense que j'ai une DG aussi. Si je leur dis qu'on continue à doubler les effectifs, à un moment, ils vont siffler la fin de la récré. J'en suis quand même assez certain, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, déjà, là, tu as une capacité d'exécution. Bon, après, il faut voir la question du run et de l'évolution, mais de la création de nouveaux services différenciants qui est quand même assez massif. Oui, on a passé un step. Je dirais, on a vécu les choses en plusieurs étapes. La première étape, ça a déjà été d'avoir bah, finalement tout le socle technique, toute la partie infrastructure super robuste, le truc, tu vois, où tu peux te dire ça tombe pas en rade, j'ai un taux de dispo qui est supérieur à 99%, donc si j'ai un problème, il est de très courte durée, je m'inscris dans une logique de PRA, PCA, donc voilà, tu as confiance dans ton socle technique. Donc ça, c'était déjà la première dimension. Juste sur ce point, pour être certain sur le socle technique, tu parles uniquement de la partie tech pour créer les services au-dessus, ou tu parles de la tech au sein de l'entreprise, c'est-à-dire infrastructure Wi-Fi, etc. C'est-à-dire les autres parties. Tu vois, c'est quoi quand tu dis quand tu as cleané la partie tech? C'est l'infrastructure pour les nouveaux services ou pour même le legacy? Même le legacy. La réponse est pour l'ensemble, hein. Pour moi, quand je parle infrastructure, je vais te parler de tout ce que l'on héberge dans nos data centers qui permettent finalement d'apporter le service et de pousser les applications aux utilisateurs web ou autres. Enfin voilà, hein, donner accès à la ressource informatique. Clean legacy de manière forte et puissante pour pouvoir construire. C'est ça, c'est ça. Donc là, on a un truc, voilà, tu vois, c'est le socle, t'es bien quand t'es assis dessus, quoi. Donc, une fois que tu as ça, tu es plutôt rassuré, t'es pas en train de te battre avec des pannes du matin au soir, donc tu peux déployer tes services sereinement au-dessus. Je dirais c'est le deuxième étage de la fusée. Donc, dans tes services, tu as tes systèmes qui sont hyper stratégiques à l'entreprise. On a des outils chez nous, l'ERP sur toute la dimension finance, le SIRH, les verticaux métiers, la BI. Tous ces outils-là, je les dis stratégiques parce que, pour faire très simple, à un moment, s'ils s'arrêtent, potentiellement, l'entreprise peut se retrouver dans une situation délicate. Si je ne sais plus facturer mes clients, si je ne sais plus payer mes salariés, si j'ai plus mes indicateurs dans la BI, je vais devenir aveugle assez vite. Bon, bref, j'ai pas besoin d'expliquer beaucoup plus que tout ça va vite poser problème. Donc ça, c'est tout l'environnement stratégique, c'est ton deuxième étage de la fusée. Et après, donc tu as tout ce qu'on porte au niveau de la Digital Factory, où là, on est beaucoup plus sur des applications qui sont accessibles de l'externe, hein.
soit par des outils en mobilité, smartphone, tablette, etc., soit directement depuis chez nos clients, quoi. En fait, hein, quand je parlais de portail de services tout à l'heure, bah, c'est des services ouverts, hein, qui sont interconnectés à nos SI. Mais du coup, c'est pareil, ça, tu peux pas le faire si t'es pas fiable sur le legacy, si t'es pas fiable sur tes infras, bah, ton client, ça va pas bien fonctionner, quoi, hein. Tes opérateurs sur le terrain, quand tu leur mets des tablettes pour remonter tout un tas d'informations lorsqu'ils sont en déplacement. Ouais, si ton legacy, si ton infra, elle répond pas du tac au tac, bah ça fonctionne pas, quoi. Ça fonctionne pas. Voilà. Et par rapport à cette vision, tu vois, du clean, du legacy, puisque, enfin, tu vois, ça fait longtemps que tu y es, tu sais comment c'est dur, etc. Est-ce que tu n'as pas l'impression de jamais vraiment t'en sortir? Moi, beaucoup d'IC que je rencontre, en fait, factuellement parlant, le legacy, c'est 80% de leur taf parce que, il y a toujours ce changement de RP, il y a toujours un gros legacy qui font qu'en fait, la création de nouveaux services ou vraiment passer à un step plutôt d'un assemblage de briques, qu'elles soient à eux ou d'autres, c'est quand même encore tardif, quoi. Qu'est-ce que tu penses sur la question d'arriver à finir cette deadline-là? Bah, ouais, enfin, c'est sans fin, hein. D'ailleurs, le legacy, il est ce que tu as fait au présent qui va devenir le passé, hein, et puis ce que tu vas faire dans le futur qui va aussi devenir le passé. Donc, par définition, c'est les pierres que tu mets dans ton édifice qu'il va falloir maintenir dans le temps. Donc, et puis qui plus le temps va passer, plus il va devenir ancien, potentiellement obsolète. Donc, c'est forcément un truc sans fin. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, on a atteint cette étape de maturité justement dans cette maîtrise de tout cet environnement-là, sa stabilité pour construire justement toute la dimension service au-dessus. Ça m'empêche pas d'avoir un grand programme là, sur 5-6 ans de transfo sur notre ERP où on veut apporter une solution sur l'ensemble de nos métiers et sur l'ensemble de nos pays, voilà, à horizon 2026, quoi. Ok, donc tu mènes les deux de front. Tu mènes les deux de front et dans la segmentation aujourd'hui de la DSI, voilà, j'ai les équipes et les chefs de projet qui sont bien dans leur bottes et bien dans leur rôle. Et pour autant, tout ce petit monde-là se cause parce que c'est juste essentiel. C'est juste essentiel. Tu vois, très très vite, aujourd'hui, on a démarré notre programme ERP, on va dire, il y a, allez, au mois de juillet pour démarrer le build à proprement parler. Bah, très très vite, tout ça, on commence déjà les interconnexions avec la Digital Factory en se disant demain un ERP moderne va me permettre d'apporter plein de services dématérialisés, accessibles de l'extérieur, donner des services également à mon client sur des choses que je ne sais pas faire aujourd'hui avec des systèmes plus anciens. Donc très vite, on commence déjà à causer avec les chefs de projet, à leur faire découvrir l'environnement, quelles vont être les API à leur disposition. Très vite, on a déjà aussi une démarche de se positionner dans un système de management de la cybersécurité, tu vois. Donc, notre RSSI, on l'inclut aussi au projet dans la réflexion, tu vois. C'est ça, toujours essayer d'être actif et même proactif par rapport à ce que tu délivreras demain comme service et faire de manière, encore une fois, à ce que ton socle technique et applicatif, bah voilà, ce soit pas un frein au reste, quoi. Par contre, ça t'empêchera pas, je parlais d'empilement technologique tout à l'heure, hein, ça t'empêchera pas d'avoir des systèmes qui ont des fois 10 ans et bah, les API ils connaissent pas, quoi, hein. Les API ils connaissent pas, donc bah c'est pas grave, tu vas continuer à fonctionner. Pourquoi pas avec un ETL entre les deux là qui va aller t'extraire les fichiers, te les transformer, te les reloader. Pourquoi pas lui exposer une API. Enfin voilà, tu trouves tout le temps techniquement, tu trouves tout le temps des solutions. Et du coup, tu as quand même eu un avant, un après la Digital Factory, puisque ça veut dire que quand tu as réussi à faire en sorte que ça puisse se faire Digital Factory, c'est-à-dire que vous avez passé un stade de maturité, mais aussi en termes budgétairement, comment tu fais passer que toi, en tant que DSI, tu dois recruter 60 personnes, ou 40, je ne veux pas dire de bêtises, mais beaucoup de personnes, pour proposer de la valeur différenciante parce que tu es sécure sur ton legacy. Enfin, tu vois, à quel moment, toi, en tant que DSI, je sais pas, je vais je vais pas être grossier, mais en gros, le codir, ils disent pas, mais qu'est-ce que tu fais, Olivier? Enfin, le marketing, c'est très bien ce qu'il veut, le sales, c'est très bien ce qu'il veut. À quel moment, toi, tu peux leur demander un budget pour 40 personnes pour créer ça? Alors, j'imagine que tu n'as pas fait tout ça dans ton coin, mais c'est quoi la réflexion et ce qui a amené la direction générale en disant, attends, on est capable d'aligner autant d'argent parce qu'on croit dans cette vision-là et c'est ça qu'on va faire. La réponse, elle est multiple. Puisque tu parles de Codir, c'est déjà d'aller chercher un sponsorship fort des patrons de BU chez nous. Aujourd'hui, on a des vrais enjeux, mais qui sont métiers, qui ne sont pas IT, transformation de nos modèles. Je parlais du travail temporaire tout à l'heure. On n'arrête pas d'évoluer
dans nos systèmes parce que tu parlais aussi de must-have. À un moment, si une entreprise comme Samsic, avec 280 agences de travail temporaire à travers la France, elle n'a pas une application avec des services à proposer aux candidats, aux intérimaires, si elle n'a pas une plateforme également à proposer à ses clients, si elle ne va pas sur de l'agence 100% digitale, bah, elle n'est plus dans le tempo du marché, quoi. Elle n'est plus dans le tempo du marché. Donc forcément, enfin, dès lors qu'ils ont compris, et j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus, sur nos patrons de BU, dès lors qu'ils ont compris l'intérêt du digital dans l'accélération de leur business, et ben, ils poussent au niveau d'une DG pour dire bah, faut mettre les moyens. Les moyens aussi, on a démontré, quand je t'ai dit d'abord, il y a une personne qui m'a rejoint, c'était ça, hein, l'origine de la Digital Factory. Bah, d'abord, on a fait tout seul, on a fait avec lui. Tous les matins, j'étais à côté de lui, je lui disais waouh, ce matin en prenant ma douche, j'ai eu une idée. Et on construisait l'idée, et on a construit comme ça. Puis après, il y en a eu 2, il y en a eu 3, il y en a eu 4, et puis on a commencé à accélérer. Puis à un moment, il y avait tellement d'entrants en termes de projets que 5, ça suffisait plus. On en a mis 10. Puis après, on s'est dit, bah ouais, mais c'est très bien de faire du build. Par contre, on a un problème sur du run. On a un problème aussi sur les mises en production. Donc, on a commencé à mettre un DevOps qui est en charge des mises en production parce qu'on se rendait compte que les développeurs, finalement, ils faisaient l'expression de besoin, la mise en production, le build, le run. En réalité, quand tu regardais à peu près leur emploi du temps, il leur restait 15% de leur temps pour faire du dev, quoi. Donc, on a commencé à construire, tu vois, mon build, mon run, les personnes transverses dont je t'ai cité les compétences tout à l'heure, les chefs de projet, enfin voilà, tout ça s'orchestre petit à petit, mais c'est finalement une histoire que tu construis en démontrant que tout ce que tu fais derrière toi, bah ça apporte de la valeur, hein, pour là encore reprendre ton expression, parce que c'est bien l'objectif. Hein. Moi, je suis pas là pour faire des statuts, ça m'intéresse pas. Hein. C'est tout ce que je fais, c'est business first. Hein. C'est parce qu'à un moment, on va améliorer le service qu'on va proposer à nos clients. Donc, finalement, tu es tout le temps dans la démonstration. Et après, dans notre schéma directeur aussi de DSI, tu es obligé de t'intégrer dans une réflexion. Bah, tu peux pas être à court terme. Hein. Donc, à un moment, tu dis voilà tous les projets que moi j'ai dans ma roadmap. Il y a 2 façons de faire. Hein. Soit je les adresse dans les 10 ans et puis on est 5. Soit à un moment, on dit c'est stratégique pour l'entreprise. Et chez nous, tous ces sujets-là, la transfo digitale des métiers, c'est devenu stratégique. Et donc, tu dis, bah, on n'a pas d'autre choix que de dire on les fait en 12, 18 ou 24 mois, peu importe le délai que tu te fixes. Et donc, en face, bah, tu as tous les moyens. Hein. Souvent, c'est assez mathématique. Hein. Donc, tu chiffres les projets, tu en fais la somme et puis tu dis, bah, j'ai besoin d'autant de people. Après, tu as aussi dans ton schéma directeur ce qui sont finalement tes axes stratégiques, hein, tes grandes marges de manœuvre pour les années à venir. Hein. Je t'en ai cité un, mon programme ERP. On a recruté du people. Là aussi, c'est assez facile de dire bah, j'ai besoin de people pour aller adresser un projet à l'international, là où aujourd'hui j'ai un ERP France et des filiales à l'international qui sont encore relativement autonomes sur tout cet ensemble-là. Donc il va falloir très vite monter en compétences. Demain, il faudra assurer le run. Donc ceux qui vont faire le projet demain feront le run et continueront à déployer sur les croissances qui vont venir. Parce que la volonté du groupe, c'est d'être sur 4 continents et 40 pays dans moins de 5 ans. Donc voilà, tout ça, ça s'ambitionne dès maintenant. Mon deuxième axe stratégique, c'est évidemment, c'est un peu un mal nécessaire, mais néanmoins, c'est super intéressant quand tu rentres dedans, c'est la cybersécurité. Ben, c'est pareil, une fois que tu as dit ça, bah, il me faut des admins de sécurité, il me faut un RSSI pour enclencher un vrai système de management, formaliser beaucoup de choses que tu n'as jamais le temps dans les DSI, donc même si tu aimerais bien, bah, tu n'as pas le temps de mettre à jour ta PSSI, tu n'as pas le temps de mettre tout ça, donc voilà, lui, il est là vraiment pour mettre en musique tout ça et nous rendre meilleurs au quotidien. Et puis bah, mon troisième axe stratégique, hein, c'est celui que porte la Digital Factory, c'est vraiment aller dans les métiers et dématérialiser à max tout ce qui peut être dématérialisé et digitaliser tout ce qui peut encore une fois, améliorer de la productivité, du processus tout pourri qui existait en papier. Enfin, voilà. Hein, et puis la relation avec les clients. Ok, mais juste un truc que j'ai pas compris. Quand le projet, donc, ils arrivent, etc., tu as fait l'expression de besoin, etc., à un moment donné, tu vas dire, ben voilà, pour faire ce projet-là, ça va nous coûter tant, il nous faut tant de personnes, ok? Est-ce qu'à ce moment-là, pour pouvoir le faire, tu avais réussi à vraiment cleaner, à avoir une vision précise des gains possibles de ce projet, enfin, des gains que ça allait amener, et est-ce que ces gains-là, si oui, ils étaient calculés ou travaillés par le métier et ils étaient tamponnés par le métier en disant, si Olivier et ses équipes font ça, nous on pense gagner ça, ou est-ce que ça s'est pas fait tout à fait comme ça au tout début et maintenant comment c'est?
Alors là, on touche le sujet des ROI qui sont souvent le truc waouh. Ouais, au gain. C'est-à-dire que si tu dis c'est un projet qui me coûte 150 000, ok, mais comment tu dis que comment tu valides que le fait que c'est intéressant? Donc le gain, il est toujours compliqué à évaluer. Tu vois, je te parle d'un projet ERP. Qu'est-ce que ça va changer dans la vie des gens? En soi, pas forcément grand-chose. La personne à la comptabilité qui fait ses enregistrements comptables, ok, on va apporter un peu d'optime, on va apporter de la nouveauté dans tout ça, mais pour autant, son métier va pas être extrêmement changé. Par contre, tous les développements qu'on réalise, à un moment, parce qu'on est quand même sur beaucoup de process où on parle de dématérialisation, c'est qu'à un moment, tu dis, bah, la personne, elle passe 2 jours par mois. Je vais te prendre des exemples très simples, hein. Quand on a dématérialisé l'envoi des bulletins de salaire et les contrats de travail sur les smartphones pour les intérimaires, on avait des gens dans les établissements, dans les agences, chez nous, qui pouvaient passer 2 jours à imprimer des bulletins de salaire, à imprimer des contrats de travail, à plier, à mettre sa soupline dans une enveloppe, à mettre un timbre, etc. Donc là, ton gain, tu n'as même pas besoin de le discuter, quoi. Déjà, si tu n'as même pas envie de t'embêter de savoir combien de temps ça prend aux gens, tu prends juste le prix d'un timbre et puis tu dis, bah, au lieu du timbre, demain, ça sera 0,20 centimes le coût de la signature électronique, par exemple. Donc tes gains, ils sont immédiats. Par contre, tu as des choses qui sont que tu intègres dans ta stratégie d'entreprise, dans ton offre commerciale. Tout à l'heure, je te parlais de portail de service. Si moi je me positionne au niveau de l'IT, j'ai pas de gain. Si je positionne l'entreprise au niveau de ses gains, je suis pas certain qu'elle en a. Par contre, on l'a dit, c'est un must-have. Et de toute façon, c'est aussi hyper important au niveau commerce. À un moment, on l'a dit, dans la différenciation, dans l'innovation, d'apporter tout ça. Donc il y a aussi une part de ce que l'on réalise en termes de développement où bah, tu es presque dans le marketing, quoi, hein. Tu n'es plus dans l'opérationnel et dans les gens, mais tu es dans le marketing, quoi, dans vraiment la différenciation. Vraiment dans la différence. Ok. Mais du coup, t'entends, Olivier, que de l'extérieur, en fait, ça soit des fois difficilement compréhensible, même si le sponsoring métier d'IO est absolument nécessaire, faire valider un envie d'un engagement auprès de la direction générale en termes de budget pour dire oui, ce projet-là, ils vont le faire. C'est-à-dire que si les gains, je parle pas de ROI purement financier, mais comme tu dis, par exemple, de temps passé, etc., c'est quand même une volonté de base de la direction générale de dire non, mais il faut qu'on se digitalise, hein, et on va mettre les ronds pour le faire et après vous sélectionnez des projets. Ou pas du tout, c'est pas comme ça ou j'ai mal compris. Donc ça, c'est rentré dans les axes stratégiques du groupe. Donc tamponné, direction générale. Voilà. Après, moi, mes correspondants, je vais dire, ou mes donneurs d'ordre, on va parler d'une autre direction générale qui est celle des BU chez nous. Voilà. Des pôles, hein, dont je t'ai cité tout à l'heure, hein, et c'est les donneurs d'ordre, ils sont là, quoi, hein. Donc des fois, eux ont leur propre stratégie commerciale, ont leur propre stratégie business, leur propre vision des choses. Là, on va proposer des nouveaux services sur le travail temporaire avec une plateforme. Je livre un scoop qui s'appellera Jobber. On fait aussi un pari, quoi. On a investi beaucoup de temps dans le développement pour aussi pas recopier ce qui se fait chez les concurrents, mais pour faire des choses un peu différentes, innovantes sur le marché, qui vont aussi, je te l'ai dit, hein, très vite être recopiées. Donc on est déjà sur la phase d'après dans la réflexion, quoi, hein, dans la vision à long terme. Mais pour autant, bah, t'expérimentes, quoi, hein. À partir du moment où tu fais le parti pris euh, de faire des développements de ce type-là, tu prends aussi le parti pris de dire bah, de temps en temps, je peux me planter. Par contre, tu sais un truc, c'est commercialement, quand tu présenteras ça à ton prospect, bah, il ne l'aura pas vu avec le concurrent. Ça, c'est sûr. D'accord. Et dernière question sur la partie plutôt personne donc tu sais, t'as les business partners où en fait toi tu positionnes en fait des gens de l'IT qui vont venir comprendre les métiers, etc. Et donc du coup les processus autres. Est-ce que tu penses que on pourrait voir arriver, ou que c'est déjà le cas, mais je sais pas, que les métiers mettent des gens chez l'IT pourrait au contraire se dire, mais attends, moi j'aimerais bien digitaliser mon métier et en fait je vais venir voir tout ce qui est possible que la tech peut permettre de faire. Ou est-ce que c'est pas du tout le cas? Alors, quand on a dit on va mettre des business partners, finalement, c'est ce qu'on a voulu faire. En fait, moi, ma vraie pénurie de talent, je vais te dire, elle est dans les métiers, elle n'est pas dans l'IT, quoi. Parce que bah, globalement, moi, je vais te dire, si à un moment il me manque deux, trois people dans mes équipes pour faire un projet, tu as tout le temps le réseau de freelance, tu as tout le temps le SN que tu peux contacter en lui disant je vous prends quelqu'un en régie, je l'intègre dans mes équipes pendant une durée déterminée. Tu as tout le temps la solution par rapport à un besoin urgent ou en tout cas de staffing.
Par contre, aujourd'hui, c'est le positionnement des équipes métiers par rapport au projet IT. Assez bizarrement, c'est nos demandeurs, ceux qui font que, bah, les sachants, quoi, ceux qui font que tu es sûr que s'ils expriment pas bien leurs besoins, bah, ce que tu vas faire, tu vas viser à côté, hein. Ça, c'est une certitude. Avec l'accélération des projets, en plus, on a de plus en plus de sollicitations de différents acteurs métiers. Par contre, une fois qu'ils ont fini de dire je veux ça, pour faire simple, tu as beaucoup plus de mal à les engager sur les projets, quoi. Non pas qu'ils veulent pas, mais simplement parce qu'ils n'ont pas la bande passante, quoi. Ils ont pas leur bande, eux aussi, ils ont leur run, hein, ils ont leur métier au quotidien et tu n'arrives pas à les engager sur les projets, quoi. Alors que tu as vraiment besoin d'eux, quoi. Tu vois, quand tu travailles sur la phase de conception, toutes ces choses-là, même si je suis un fort défendeur du prototypage, méthode agile, etc., pour autant, pour du dev et un chef de projet, tu n'as rien de mieux qu'un bon doc de spec qui a été tamponné, validé par le métier au niveau des entrants et de ce que tu as à faire, hein. Tu es sûr à peu près d'engager tout le monde dans une bonne relation pour délivrer ce que tu vas faire, quoi. Donc, les business partners, voilà, ils vont avoir ce rôle finalement de s'approprier le métier presque plus que l'IT et bah, d'être capable d'animer ça, quoi. D'être capable d'animer ça, de ramener ça aux chefs de projet dans la DSI, après qui eux vont prendre bah, pour le coup toute la partie technique, toute la partie organisationnelle des équipes pour aller réaliser le projet, quoi. En ressources internes ou en ressources externes. C'est une pénurie de talents externes pour recruter, mais aussi en interne par rapport à une connaissance métier, le processus Alors, la connaissance, on l'a à plein d'endroits. Encore une fois, c'est plus la dispo des gens, la disponibilité des gens. C'est pas simple, quoi. et est-ce que tu penses que les métiers pourraient recruter pour, on va dire, concentrer, enfin pour faire en sorte qu'il y ait une concentration des savoirs qui puissent être à disposition plus facilement, ou est-ce que parce que toutes ces personnes de la métier sont dans l'exécution des opérations, parce que c'est leur principe. Et est-ce que tu penses que du coup on pourrait voir arriver des personnes en métier qui sont dédiées à tous ces projets de transformation? Oui, enfin, il y en a. Maintenant, c'est pas là-dessus que on est encore dans une logique où tout ça, ça part plutôt, tu vois, tout ce qui finit en TIC, ça va à l'informatique, quoi. Moi, je résume ça un peu comme ça, quoi. Donc, assez naturellement, ça vient ici. Moi, je t'ai dit ce que je voulais. Maintenant, c'est plus mon problème, c'est à toi de le réaliser, quoi, hein. Et je saurais te dire si je suis pas content ou si je suis content à la fin, quoi. Donc c'est pour ça, encore une fois, que nous, on change notre organisation et qu'on amène des gens, justement, qui vont être dans les métiers, rattachés presque fonctionnellement, hein, parce qu'il n'y a même plus de relation hiérarchique, hein, les business partners, voilà, leur patron, c'est le métier, quoi. C'est bien ça, quoi. Donc le patron des business partners, son métier, mais leur vocation c'est de travailler l'IT, c'est bien ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ça a le mérite d'être clair maintenant, parce que j'avais pas compris. Ok, d'accord, très clair. Et ça, du coup, tu l'as déjà mis en place ou tu es en train de le mettre en place, tu m'as dit? Ben, on est en train de le mettre en place. Alors, d'abord avec des gens qu'on a pris en interne, et puis bah, là-dessus, on est en train de recruter les autres personnes pour nous rejoindre. Ok. Amis aux auditeurs, si vous avez envie de travailler avec Olivier, ça a l'air plutôt cool. N'hésitez pas. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Trop cool, Olivier. Est-ce que tu as, un point spécifique qu'on n'a pas abordé que tu aimerais bien qu'on aborde, ou est-ce qu'on a fait le tour? Enfin, je pense que ça transparaît pas mal dans mes propos. Moi, ce qui m'anime, ce qui me fait vivre, c'est de répondre à un moment à nos enjeux au niveau du business, quoi. C'est là-dessus. Tu vois, on a parlé beaucoup de développement. Enfin, tu vibres à un moment quand tu sais que tout ce que tu as conceptualisé, tout ce que tu as fait développer, tout ce que tu as lancé en prod, bah, je l'ai dit, c'est un support à la vente. Tu vois des taux d'adhésion énormes aux applications. Enfin, c'est là où c'est génial, quoi. Là, on est dans du delivery, mais si tu transposes ça à une équipe de support, euh, eux, ce qu'on attend d'eux, tu vois, ça serait d'avoir un vrai sens du service, toujours trouver des solutions pour jamais bloquer le business, quoi. Donc, bah, ça, c'est notre leitmotiv, hein, c'est notre cam, c'est notre cam. On est là, nous, pour aider les exploitants du matin au soir, quoi. Ça, c'est génial. Alors sur ça, sur cette partie super client, il y a une personne que j'aimais beaucoup. La discussion qu'on avait eue, c'était qu'en fait, il faut arrêter d'appeler ça support, équipe support, mais juste customer success, qu'il soit interne ou externe.
Ah, Customer Success, bah, nous on appelle ça centre de service. Alors quand je dis centre de service, c'est pas toujours clair, mais je suis complètement d'accord, hein, je suis complètement d'accord. On est encore une fois, on est là pour mettre de l'huile du matin au soir. Alors ça n'empêchera pas la personne d'être hyper frustrée quand son PC démarrera pas le matin et puis qu'il a le dossier d'appel d'offres qu'il doit lancer à son client dans les 10 minutes. Bon, voilà, ça c'est tant qu'il y aura de l'outil technique, il y aura de l'outil technique. Et tu vois, on parlait de talent et finalement, moi je suis foncièrement quelqu'un enfin, qui aime les gens, quoi. Donc j'aime m'intéresser vraiment à ce que sont les gens, à trouver finalement leurs qualités. Les qualités elles sont rarement techniques, quoi. Tu vois, je t'ai parlé de beaucoup de choses dans ce que je recherche. Je connais pas d'école, moi, qui font travailler sur des compétences comme être réactif, être créatif, avoir un esprit de service. Euh, Bah, t'apprends pas ça à l'école, quoi. C'est pas dans les manuels, quoi. Donc c'est aux managers à l'intérieur des équipes de détecter ça. C'est aussi aux managers dans les équipes métiers de détecter les bonnes personnes qu'on a potentiellement à aller chercher pour les intégrer bah, sur du customer success, hein. Typiquement, on commercialise une plateforme qui s'appelle Instant et les gens qui font, alors pour le coup, je vais reprendre l'expression de support, mais là, on est vraiment sur le customer success. Bah, c'est des gens qui, à l'origine, sont issus des exploitations et qui, par leur savoir-faire, qui, par leur savoir-être aussi, ont été intégrés en fait dans ces équipes-là et qui, du coup, connaissent extrêmement bien le métier, connaissent extrêmement bien comment parler avec des clients plutôt que tu vois quelqu'un qui viendrait de la tech et que tu mettrais face à un client et qui n'a pas le bon langage face à un DRH ou un directeur des achats, etc., quoi. Ce qui est un peu compliqué depuis 2 ans par rapport à ça, c'est ce que l'on vit avec plein de gens en télétravail. Tu vois, moi j'ai forcément un affect très fort. Je te dis, je suis de nature à aimer la proximité avec les gens. Tout à l'heure, tu m'as dit, tu as recruté beaucoup de monde. Aujourd'hui, j'ai une peine, c'est que il y a des gens, je les vois que en visio, voire même je les vois pas parce que quand je descends dans les bureaux, ils sont en télétravail, etc. Les 25 personnes là, que j'ai recrutées au cours des 12 derniers mois, il y en a, j'ai du mal encore à savoir leur prénom, quoi. Là où tous les autres, à l'inverse, je connais jusqu'au prénom des gamins. Je connais jusqu'au prénom des gamins. Tu vois, en ce moment, on vit un truc là qui fait que tu partages plus beaucoup d'émotions quoi avec les gens dans ce travail là. Tu vois, là, on est en train de parler, je te vois dans un aplat, tu m'as l'air confort, tu m'as l'air cool, détendu, mais c'est pas la même chose que si on était en équipe, quoi. Tu vois, la vraie vie, moi, ce qui me plaît, quoi, c'est à un moment, tu travailles dans une équipe, tu te dis le soir, allez, on va tous ensemble boire une bière, juste parce que tu as envie de prolonger ta journée de boulot parce que tu t'es éclaté avec tes collègues, et puis que finalement, tu te dis, je vais pas les revoir avant lundi, ils vont presque me manquer, quoi, parce que tu es dans une énergie hyper positive quand tu es avec eux. Et en ce moment, franchement, on a du mal, tu vois, à créer ça, quoi. Et c'est ce qui fait toute la richesse d'une équipe, quoi, hein. C'est les hommes, quoi, hein. C'est les hommes. Alors, c'est encore plus vrai dans une entreprise comme la nôtre, où notre métier, gérer des hommes et des femmes du matin au soir, quoi, hein. Donc, la période est un peu compliquée par rapport à ça. Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, à le partager à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à trouver de nouveaux et des DSI toujours plus intéressants. Et écoutez, ciao!